un enfant sur 6 aujourd'hui qui a un trouble neurodéveloppemental. Donc de toute façon, ça concerne beaucoup d'enfants. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. En cette période de rentrée scolaire, nous abordons la question de l'inclusion scolaire. Selon une étude récente de l'UNAPI, publiée en 2023, 77 400 enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés et 293 981 enfants bénéficient de moins de 12 heures d'éducation par semaine. Ces chiffres alarmants nous amènent à nous interroger. Pourquoi est-il si difficile de scolariser les enfants porteurs d'un handicap en milieu ordinaire et pourquoi les parents se battent-ils pour faire valoir ce droit à l'éducation inclusive? Pour explorer ces questions, nous avons invité 2 femmes qui connaissent bien cette réalité. Notre première invitée est Aurore, maman de Soline, une petite fille de 8 ans et demi. Soline présente plusieurs troubles. Des troubles de l'apprentissage, une dysrégulation émotionnelle, une hypersensibilité, des troubles du neurodéveloppement ainsi que des troubles anxieux et de l'opposition. Aurore partagera avec nous son expérience et ses espoirs pour l'avenir de sa fille. Nous accueillerons également Laure Winterbonne, référente handicap indépendant et fondatrice de l'inclusion sur mesure, qui apportera son expertise et ses conseils pour une meilleure inclusion scolaire. Écoutons d'abord Aurore nous raconter les premiers pas de Soline à l'école. L'intégration à l'école maternelle a été particulière pour Soline. Elle avait une autre particularité en plus de tous ces troubles qu'on a découverts par la suite, c'est que Soline, elle est née avec un névus congénital. Donc c'est un grain de beauté avec une taille supérieure à la normale sur le visage. Et donc son parcours à la maternelle, il a été juxtaposé avec différentes opérations. Donc elle a aussi loupé l'école par moments. Et puis petit à petit, on a découvert aussi que Soline, l'intégration à l'école, ça se faisait pas de façon fluide. Voilà, c'était une petite fille très pleine de vie, un peu trop. Et donc, on a commencé à nous le signaler. Comment ça s'est passé, justement, ces signalements? Soline avait tendance à ne pas écouter les consignes, faire ce qu'elle avait envie de faire elle. Si des situations la dépassaient, elle réagissait en mordant les élèves. Elle pouvait griffer aussi. Donc, au début, on se dit, c'est une histoire entre enfants, on va faire la morale à notre enfant et puis ça va passer. Et puis, ça revient. Tous les soirs, on nous dit non, mais là, Soline, aujourd'hui, elle a pas écouté, elle a pas voulu faire l'exercice, elle s'est mis à l'écart des autres. Ça serait bien peut-être de commencer à creuser, voir si c'est normal. Et donc là, on commence petit à petit à entrer dans la différence et à percevoir que notre enfant n'a pas le même fonctionnement. Une tension est apparue dans votre relation avec l'enseignante? Oui, la différence de Soline avec son névus, ça n'a pas forcément été expliqué aux élèves de la classe. Donc on l'a pas forcément bien vécu parce qu'elle avait des pansements au quotidien sur son visage. Et ça aussi, on s'est dit, ça l'a peut-être mise à l'écart des autres élèves. Et puis sur le coup, on se disait que peut-être les tensions de je griffe, je mords, je m'intègre pas bien avec les autres ou je refuse de faire les consignes, on pensait que c'était en lien avec ce parcours médical, justement. On a mis un peu de temps à se rendre compte qu'il y avait autre chose. Oui, c'était sa façon à elle de s'exprimer. Ouais, exactement. Donc voilà, très vite, on a été dans une spirale un peu infernale entre l'enseignant, les réactions de notre fille, nous, ce qu'on pouvait lui enseigner. Enfin, ça. À quel moment la relation avec l'école a été très compliquée et il y a eu un point de non-retour? À partir du moment où on nous a demandé de mettre en place une intervention avec le RASED, donc pour avoir une maîtresse spécialisée, qui venait 1 heure par semaine extraire Soline de la classe et pour travailler justement cette posture à l'école. Et finalement, la maîtresse elle-même du RASED nous a dit, je suis démunie, je sais pas. J'ai pas quelque chose de net, de franc pour vous dire, là, il faut aller voir un orthophoniste ou là, il faut aller voir un psychomotricien. Et donc, du coup, on était dans cette espèce d'errance où petit à petit, en plus de la maîtresse du RASED, se sont intercalées des équipes éducatives. Au début, on se dit, c'est super, on va pouvoir échanger sur ce qui se passe, ce qui se joue pour notre enfant. Et finalement, quand on arrive à l'équipe éducative, ça fait très tribunal. L'équipe éducative, vous parlez de l'ESS, oui. C'est-à-dire une réunion d'orientation annuelle. Oui. Qui s'organise entre le corps enseignant et les parents et aussi les professionnels de santé qui accompagnent l'enfant, c'est ça? Oui, et donc ils sont assis face à nous comme un jury. C'est pour ça que je prends l'exemple du tribunal, mais parce que ça donne un peu ça donne un peu cette façon de venir se justifier en fait sur le comportement de notre enfant. Et en même temps, on n'a pas les éléments santé au début parce qu'on commence.
le parcours. Donc, il y a eu des phrases très violentes de tant que le problème à la racine ne sera pas traité, Soline ne pourra pas suivre une scolarité normale. Comment on répond à ça, en fait? On le voit dans les actualités, l'école rencontre parfois des difficultés en termes d'absentéisme ou de recrutement d'enseignants. Est-ce que, là encore, ça a un impact sur un enfant avec des particularités comme Soline? Alors, ça a clairement un impact. Ils peuvent avoir un côté désinvolte et pour autant le cadre est hyper, ultra, méga important pour ces enfants-là. Et pour le coup, le cadre de l'école, c'est des repères, c'est des habitudes, c'est des rituels. Et quand on fait face à un absentéisme important, ce qui a été le cas pour Soline sur plusieurs années de sa scolarité, donc là, en fait, la conséquence, c'est que c'est clairement déstructurant. Et du coup, ça se manifeste par des crises. Il y a une perte de repères, une perte de sens de pourquoi on va à l'école, qu'est-ce qu'on y fait, c'est jamais le même enseignant, c'est jamais les mêmes exercices. Et donc, du coup, tous les efforts qu'on peut demander d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, tout tombe à plat et il faut tout reconstruire. Pourquoi est-il si important pour vous et pour Soline de vous battre pour qu'elle soit scolarisée en milieu ordinaire? C'est indispensable parce qu'elle a sa place. C'est une enfant à part entière, mais c'est surtout que l'école, pour nous, c'est une mini-société en fait. C'est l'image de ce qu'elle vivra plus tard. Si on lui refuse l'accès à l'école, comment elle peut se construire avec toutes les facettes différentes de la société? Parce que c'est important qu'elle expérimente vis-à-vis des autres ce qui se passe pour se construire. Et ça marche, ce prisme aussi, pour les élèves qui vont recevoir des enfants différents comme Soline. Et si on met à l'écart ces élèves qui ont des différences, comment ils peuvent se construire avec de l'ouverture, de la notion d'entraide, de partage? Ça me paraît difficile. Aujourd'hui, vous vous battez pour obtenir une place en Ulysse. Que représente ce nouveau parcours pour vous et Soline? Oui, elle est dans l'école, la classe Ulysse, et c'est comme une bulle de répit pour nos enfants différents. Ça veut dire qu'ils vont avoir un programme scolaire comme des enfants normaux, j'aime pas ce terme, mais ordinaire, voilà, qui ont un parcours type à suivre. Et nos enfants à nous, parfois, ils ont besoin d'être à l'écart de ce parcours-là parce qu'ils se jouent d'autres choses, que ce soit d'un point de vue moteur, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, etc. Donc, ils ont cette bulle de la classe Ulysse pour aller poser les choses et pour apprendre à un rythme différent le programme scolaire. Pour autant, ils sont quand même rattachés à une classe ordinaire et ils ont des temps de vie ensemble, en groupe, avec la classe ordinaire dans l'école. Et c'est ça l'inclusion. Et ça, vous pensez que ça aidera Soline et que ce sera beaucoup plus adapté pour elle? Oui, ça permet aussi de retisser des liens de confiance avec l'école, de lui donner confiance aussi, et surtout, ça ne la met pas à part. Mais pour l'obtenir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on choisit pas la temporalité du diagnostic de son enfant. Il y a un temps pour remplir ce fameux dossier MDPH et il y a un temps pour que ce dossier MDPH soit traité. Mon dossier MDPH, il va mettre entre 8 et 9 mois avant d'être traité. Soline, elle aura pas de classe Ulysse cette année, au mois de septembre. Qu'aimeriez-vous voir changer dans le système éducatif pour mieux accueillir les enfants en situation de handicap? J'aimerais tout simplement qu'on ait notre place à part entière et qu'il n'y ait pas ces représentations, ces jugements. Merci beaucoup Aurore pour votre témoignage. Nous espérons sincèrement que vos souhaits pour Soline et toutes les familles seront un jour pleinement réalisés. Pour continuer cet épisode, je suis allée à la rencontre de Laure Winterbonne, référente handicap indépendante. Laure nous explique quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées par les enseignants lorsqu'il s'agit d'inclure les enfants en situation de handicap. C'est souvent le plus difficile pour le corps enseignant, les handicaps dits invisibles et souvent aussi avec des enfants qui ont des troubles du comportement. Alors l'autisme, mais aussi des enfants qui sont TDAH, où c'est difficile de comprendre leur fonctionnement et génère dans la classe des troubles parfois importants, qu'on comprend pas. Alors justement, quels conseils donneriez-vous à ces parents dont l'enfant rentre en maternelle pour maximiser les chances d'une inclusion réussie? L'anticipation, dans le handicap, on connaît. Encore, et encore. On n'attend pas septembre pour rencontrer le corps enseignant. Oui. Il vaut mieux anticiper, il vaut mieux demander des réunions. Alors, il faut un petit peu, des fois, forcer. Le mieux, c'est en général février, avant l'entrée. Ah oui. Pour permettre de faire des dossiers, s'il y a nécessité de faire des dossiers pour des AESH notamment. Et puis que les corps enseignants comprennent les difficultés de l'enfant et, encore une fois, de pouvoir penser les adaptations, les aménagements bien en amont. Et puis, second conseil pour les parents, de s'entourer
de professionnels. Alors s'ils ont des professionnels déjà qui travaillent auprès de leurs enfants, qu'ils soient avec eux justement dans ces réunions, qu'ils soient disponibles pour le corps enseignant, pour donner des adaptations, des aménagements et pas attendre. Vous avez parlé d'AESH, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est exactement? Une AESH, alors avant on les appelait les AVS, ce sont des personnes qui sont employées par l'éducation nationale, qui vont être affectées à un enfant qui a une notification MDPH. Donc il faut un dossier MDPH, une notification pour que l'éducation nationale recrute ces personnes qui vont être auprès des enfants pour les aider dans leur scolarité. Alors ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être dans les apprentissages, ça peut être au niveau de l'autonomie, donc tout ce qui est difficile, par exemple pour aller aux toilettes, pour mettre son manteau, pour s'habiller, pour voilà. Et ça peut être aussi aider dans le lien avec les autres. Pour qu'il y ait une AESH dès la petite section, dès la rentrée de la petite section, eh bien le dossier MDPH, il faut le faire dès les 2 ans de l'enfant. On parle aussi d'aménagement de temps scolaire. Lorsqu'un enfant n'est scolarisé qu'1 heure par jour, est-ce suffisant pour vous ? Ce n'est pas, enfin en tout cas la réduction du temps scolaire n'est validée que par un médecin. Évidemment, après, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc il va falloir essayer de trouver des solutions entre les parents, l'équipe enseignante. Qu'est-ce qui est possible de faire ? Il y a des parents effectivement qui travaillent. Et oui. Comment on fait ? Donc il va falloir trouver des temps d'aménagement, encore une fois, au sein de la classe, peut-être le sortir de la classe à un moment donné. Voilà, tout ça, encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est aussi la confiance que les parents vont accorder à l'enseignant ou à l'équipe enseignante. Si on sent qu'il y a cette confiance, le dialogue, il est là. S'il n'y a pas cette confiance, le dialogue, il est très vite tendu. 1 heure, pour moi, c'est pas envisageable. Il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Imaginez-vous dans un lieu où vous arrivez tous les jours et que on ne sait pas, vous ne comprenez pas ce qu'on attend de vous. Parce que souvent, on n'attend pas grand-chose d'eux ou juste les accueillir pour les accueillir parce que c'est la loi. Donc, il faut vraiment aussi aller au-delà de ça, d'accompagner les équipes enseignantes pour penser ces enfants qui sont différents, qui réfléchissent différemment, qui ont des comportements différents. Et c'est pas pour ça qu'on ne doit pas poser un cadre. Attention, un enfant qui a des troubles, on le laisse pas faire ce qu'il veut. On a un cadre en silicone. On est beaucoup plus souple avec eux parce que c'est sûr, il faut être beaucoup plus souple. Mais le cadre, il faut le poser. Et un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait à l'école, forcément, les troubles vont être majorés. Que peuvent demander les parents à l'équipe enseignante ou à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées ? On fait un dossier MDPH, beaucoup pour demander la fameuse AESH, l'aide humaine. Mais avant ça, l'essentiel, c'est de pouvoir apporter à l'équipe enseignante toutes les adaptations et les aménagements qui vont être nécessaires. Alors les parents, ils vont pouvoir vous donner, effectivement, ils se comportent comme ça, mais l'adaptation pédagogique, ils ne sont pas enseignants, ils ne connaissent pas le programme que doit suivre l'enfant, donc ça, ils vont pas savoir. Ils vont pas pouvoir dire. Après, s'il y a des professionnels qui travaillent avec les enfants, ils peuvent aussi, eux, donner des pistes d'aménagement, d'adaptation. Mais encore une fois, toutes ces adaptations, ces aménagements, ça marche pour les enfants en situation de handicap, mais ça marche pour tous les autres enfants aussi. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu. Alors, j'ai des enseignants qui disent, vous vous rendez compte, il faut adapter pour lui. Comment je fais, moi, avec 29 enfants dans la classe? Qu'on comprend, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir partir de ces adaptations et de se dire que ça va servir à tous les autres aussi. Oui, on le fait qu'une fois, on le fait pas 29 fois. C'est ça. Et ces adaptations, ces aménagements, évidemment, on n'essaye pas 1 fois, 2 fois. Avec des enfants en situation de handicap qui ont des troubles, on va essayer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est long. Quelle initiative souhaiteriez-vous voir mise en place pour mieux soutenir les familles et les enseignants dans le processus d'inclusion ? Alors, je pense que travailler ensemble et d'arrêter, effectivement, d'un côté les parents, d'un côté les enseignants, alors, ces réunions sont très anxiogènes pour les parents. Donc, le conseil que je peux donner aux parents, c'est de se faire accompagner. N'allez jamais dans une réunion éducative seul. Faites-vous accompagner par qui vous voulez. C'est un droit. Parce que quand on parle de son enfant, on va pas entendre. Mais bien sûr. Et souvent, les enseignants disent, mais on n'a jamais dit ça. Mais les parents l'ont entendu comme ça. Et il faut justement que cette confiance se mette en place. De toute façon, les enfants en situation de handicap sont à l'école et seront à l'école. C'est le sens de la politique aujourd'hui, dans le système inclusif. Et puis, je rappelle aujourd'hui, on est à 1 enfant sur 6 aujourd'hui qui a un trouble neurodéveloppemental. Donc, de toute façon, ça concerne
beaucoup d'enfants. Vous m'en aviez parlé également lors de la préparation du podcast, en évoquant une transition vers une logique de scolarisation plutôt que d'institutionnalisation. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une volonté de ne plus mettre les personnes dans des institutions, en tout cas pas à temps plein et pas tout le temps. Et donc, l'école, qui est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans, et l'école doit accueillir tous les enfants. Et ce processus-là est en marche, alors petit à petit, parce que effectivement, on est en train de réformer les institutions, les établissements médico-sociaux, notamment aujourd'hui. Mais demain, un enfant n'ira pas en IME 5 jours semaine, toute la semaine. Merci Laure pour tous ces conseils. Comme vous le savez, Baby Safe est bien plus qu'un simple podcast. C'est une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents aidants et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective pour les parents aidants d'un enfant né grand prématuré ou avec un handicap. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Baby Safe.